Alors, bonsoir à vous tous et toutes. Bienvenue à cette séance du comité plénier public. Donc, au niveau de l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, nous avons un sujet d'inscrit à l'ordre du jour. Et les invités sont déjà à l'avant. Donc, il s'agit du projet de règlement 1200-76 qui modifie le règlement 1200 du zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke dans les zones PRA 1133 et RU 1137 sur le chemin Réaume. Alors, vous allez probablement, M. Tremblay, vous diviser un peu la présentation et je prendrai aussi les questions et les commentaires des membres du conseil. Donc, il se peut que la séance publique du conseil municipal commence un peu plus tard. Excellent. Alors, à vous la parole. On commence. Alors, Yves Tremblay, service de la planification et gestion du territoire, directeur. Benoît Lapointe, collègue du côté du bureau de développement, agent professionnel en urbanisme. J'ai aussi demandé à nos collègues du bureau de l'environnement, donc Ingrid Dubuc, à nous accompagner parce qu'on a eu quand même beaucoup de travaux là, à analyser dans le cadre du projet. Donc, Ingrid Dubuc du côté du bureau de l'environnement comme directrice. Et pas confondre avec le joueur de hockey, mais il a le même prénom. Alors, on parle de M. Drouin, Jonathan Drouin. Mon poignet est correct, lui, le sien. Donc, Jonathan est avec nous, agent professionnel aussi là, en environnement, dans l'équipe du bureau de l'environnement. Donc, de ce pas, je crois que M. Je vais faire l'introduction, si vous le permettez, Mme la Présidente. Allez-y, M. Vincent Boutin, président du comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est une présentation d'un dossier qui fait l'objet de réflexions et de démarches depuis plus d'un an à la ville de Sherbrooke via le CCU, le conseil municipal. Donc, pour mise en contexte, c'est un projet qui date de 1998 de l'ancienne ville de Saint-Élie-d'Orford. Il y a eu plusieurs confirmations dans le temps. Tout d'abord, au règlement de contrôle intérimaire de 2004, le projet a été intégré dans notre réglementation. Lorsqu'il y a eu le schéma d'aménagement en 2012, comme M. Tremblay va l'expliquer, ça a été réitéré qu'il y avait la possibilité de faire un projet dans ce secteur-là. Après des négociations avec le ministère des Affaires municipales, c'était le MAMRO à l'époque. Et puis par la suite, dans notre réglementation via le 1200 et les règlements d'urbanisme. Compte tenu des obligations légales et des risques de ne pas honorer ce projet, nous avons travaillé avec le CCU et les membres du conseil municipal pour arriver à un projet qui répond aux nouvelles exigences de la population en matière environnementale. Comme vous le verrez, dans ce projet-là, il y a un don écologique de 35 % de la propriété qui est fait à la ville de Sherbrooke, une première, donc pour nous aider à atteindre notre cible de 12 % d'aires protégées à Sherbrooke. Il y a une servitude de non-déboisement qui représente 38,5 % du projet, une première aussi dans le cadre de nos projets d'urbanisme parce qu'on comprend l'importance de ce secteur-là, ce qui fait qu'il y a 73,3 % du projet qui sera protégé dans ce projet-là et 98,4 % des milieux humides est protégé aussi. Donc, pour vous donner l'ampleur, c'est comme si on se faisait donner 2 fois le parc Jacques-Cartier et 5 fois le domaine Howard. Donc, en termes d'aires protégées, c'est quand même quelque chose qui est significatif. Donc, on avait une situation qui avait l'air problématique à première vue, mais on l'a transformé en opportunité afin d'être innovateur et développer des outils qu'on pourra utiliser dans d'autres projets à Sherbrooke. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important. Donc, M. Tremblay. Alors, merci. Donc, le titre du document qui apparaît à l'écran présente bien sûr, qu'est-ce que c'est. Donc, modification d'un plan projet de lotissement en bordure du chemin Réaume. Et deuxième élément, demande d'amendement au règlement 1200, comme vous l'avez bien mentionné, Madame la Présidente, au zonage et au lotissement pour les zones PRA 1133 et RU 1137. Alors, je défile le contexte. Alors, chemin Réaume, on se positionne où le point rouge là, sur la route 249, qui s'appelle le chemin Réaume dans les faits, et on n'est pas tellement loin de l'intersection de la 220, complètement à l'extrême ouest du territoire de la ville de Sherbrooke. En fait, à proximité d'Orford. Cette carte est une carte qu'on retrouve dans le cadre du schéma d'aménagement où on met en valeur, où on exprime, si vous me permettez, les éléments potentiels écologiques très forts et moyens. Donc, ça va de la trame foncée à la trame moins foncée pour les verts, pour la trame verte. Le point rouge avec la flèche, c'est la localisation spécifique du site en question. Donc, on se retrouve dans un secteur qui est catégorisé potentiel écologique très fort.
Compte tenu de la présentation, on va vous présenter bien sûr l'évolution depuis les 20 dernières années du projet de résidentiel et l'intention du promoteur actuel, mais ceux du temps aussi. Différents mécanismes municipaux à la disposition, bien sûr, qu'on a. Les mesures de protection mises en place et acceptées par le promoteur, parce que c'est une démarche là, que l'on a fait sur plusieurs années. Il faut dire que ce projet-là a évolué au cours des 3 dernières années. Donc, on a vraiment traversé beaucoup de mois à bien sûr, aménager l'ensemble du résultat qu'on vous présente ce soir. Paramètres financiers théoriques selon le marché actuel, pour vous donner une idée, un ordre de grandeur là, des différents coûts, revenus corporatifs et municipaux, là, je vous le présente, et orientation future en matière d'urbanisme et de préservation des milieux naturels. Donc, premier élément. Le dossier commence en 1998, dépôt d'un premier projet. On voit le carré en rouge beaucoup plus grand que la zone en question. Aujourd'hui, on parle plutôt d'à peu près un petit peu plus que la moitié inférieure du carré rouge qui fait l'objet du projet. Donc, dépôt d'un premier projet en 98 de lotissement de la municipalité de Saint-Élie, d'Offord à l'époque. Il y avait environ 30 lots à la hauteur de chacun, plus ou moins 10 acres, excusez-moi, par lot, pour l'occupation de 100% de la superficie qui était normalement envisagée, de la surface. Il faut savoir qu'on n'avait pas non plus les mêmes dispositions du côté protection, cours d'eau et ainsi de suite. On avait quand même les dispositions, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Les règles se sont bien sûr resserrées. 2002, regroupement municipal, fusion 8 municipalités, règlements municipaux différents, pratiques urbanistiques différentes. Il a fallu bien sûr intercepter tout ça et en faire un document qui était plus aux aspirations de la nouvelle ville de Sherbrooke. Et défi important d'intégration et d'arrimage, bien sûr. Donc, on a fait face à ces difficultés, bien sûr. 2004, adoption du règlement de contrôle intérimaire, premier déclencheur pour indiquer les thèmes principaux là, qui étaient la gestion de l'urbanisation. Donc, c'est le premier moment où on a travaillé sur la réduction du périmètre d'urbanisation. Quand on composait l'ensemble des périmètres de toutes les municipalités qui ont composé la fusion, on avait un périmètre cumulatif beaucoup plus grand. Alors là, on a fait déjà un premier resserrement. Il y a eu reconnaissance de 15 secteurs hors périmètre d'urbanisation pouvant être développés et c'est là-dedans que ce projet s'insère. Je vous en parle un peu plus tard. Bilan actuel, donc, nous avons dans ces 15 projets-là, 10 projets qui sont déjà complétés à 100%. On a 3 projets qui sont complétés entre 45 et 80 et il en demeure 2 qui sont encore en devenir d'être réalisés, dont le dossier que je vous présente ce soir du chemin Réaume. Vous avez la localisation approximative des ronds rouges là, qui sont l'ensemble des 15 sites en question. Le numéro 12 avec la flèche bleue, c'est notre site que l'on présente ce soir. On retrouve cette carte au schéma d'aménagement. On a une description ici au tableau 17, toujours au schéma d'aménagement, des 15 sites avec les pourcentages à droite d'avancement de réalisation, donc ce que je vous ai fait part tout à l'heure. Le site numéro 12, chemin Réaume, qui fait la mention au schéma de la notion de 18 lots potentiels. Nombre, il faut savoir que ça faisait référence au premier grand projet d'origine, mais il y a une note qui l'accompagne qui mentionne que le projet approuvé pour des terrains non desservis, construction non débutée, présence de cours d'eau et milieux humides, donc c'était déjà significatif, et un lotissement à réviser. Donc, le travail, bien sûr, qu'on vous présente ce soir. 2007, on a un dépôt d'une deuxième version du plan projet de lotissement de la ville. Il faut savoir qu'il y a eu des changements de propriétaires aussi au cours de ces années. Mais en 2007, on se retrouve avec une nouvelle base, donc toujours avec les mêmes possibilités des 15 grands sites à Sherbrooke. Et on voit que la trame rouge à gauche est un peu plus petite que le premier projet. On commence à resserrer et celui-ci, cette trame-là, correspond vraiment à ce qu'on a aujourd'hui comme présentation. Mais on a quand même encore plusieurs lots et les lots occupent la majorité des sites ou du site en question avec ou sans présence de milieux humides. Il faut savoir qu'en 2007, la caractérisation était très préliminaire dans ce cas-ci, mais c'est un projet qu'on aurait dû développer davantage dans l'expertise,
mais finalement, ça ne s'est pas produit. Mais je vous donne quand même quelques points de rappel. Superficie réduite de la propriété, donc la trame rouge que je vous ai présentée, on est beaucoup moins grand. On parlait de 18 fermettes, 100% de la superficie qui pouvait être développée, acceptation du conseil à l'époque, en cohérence avec le règlement de contrôle intérimaire, qui était notre règlement de protection là, avant qu'on adopte notre schéma d'aménagement, qui est arrivé 10 ans plus tard. 2017, là, on fait un bond dans le temps. Alors là, on discute avec les propriétaires actuels. Alors, adoption du règlement 1200 de zonage et de lotissement. On spécifie bien sûr là-dedans que la superficie minimale autorisée par l'eau est de 3000 m². C'est plus quand on est bien sûr à l'extérieur du périmètre urbain, mais dans ce contexte-ci, c'était une disposition là, qui était spécifique justement à ce secteur ou à cette zone. Et nombre de lots contingentés, il n'y en avait aucun de façon spécifique. C'était à être révisé justement dans le cadre d'un travail à développer ensemble. Donc, en 2019, janvier 2019, vous voyez là que ça fait, quand on vous parle des 3 dernières années, nous sommes dans les 3 années là, de discussion avec le groupe de promoteurs. Dépôt d'un 3e plan projet de lotissement de la ville de Sherbrooke. Donc, présentation partielle du projet, déplacement de l'accès qui donne, bien sûr, là, c'est la trame rouge qui donne sur la rue, sur le chemin Riom. Pourquoi? Il y avait une question de visibilité, de protection qu'il fallait absolument considérer par rapport au ministère des Transports. Donc, il y avait une obligation de faire une modification d'entrée-sortie du projet pour atteindre la portion arrière, donc la portion qui donne, si vous voyez mon petit pictogramme, là, qui donne sur la portion de 2e rangée, si vous voulez, parce que toute la façade de la rue ou du chemin Riom est occupée par des propriétés riveraines, donc de façade. Et demande au CCU de voir les intentions complètes du promoteur. Vous pouvez voir ici qu'on a une partie seulement, ce qu'on appelle une phase 1, et lorsque nous sommes présentés, bien sûr, au conseil, ou plutôt au comité consultatif d'urbanisme, ben, on avait une demande de voir, en fait, les aspirations de l'ensemble du site en tant que tel avant de prendre une décision. Et on voit apparaître aussi tous les trames bleues qui sont les trames de milieu humide ou de valeur écologique là, à considérer, ce qu'on n'avait pas antérieurement, parce que c'est venu, c'est apparu un peu plus tard, justement dans le temps, avec des études de caractérisation auxquelles je vais vous faire référence un peu plus tard. Avril 2019, donc, on fait une présentation du CCU de l'ensemble du projet désiré par le promoteur. On parle à ce moment-là de 118 lots proposés, 90% de la superficie est de tenure privée, donc à des propriétaires privés. Milieu humide, milieu hydrique peu considéré là, dans la proposition, dans le contexte où, vous voyez, toutes les trames rouges, c'est des endroits à être sacrifiés ou à être traduits autrement que par des milieux humides. Donc, on voit quand même apparaître là, des espaces là, qui étaient à être transformés dans le temps. Une acétate un petit peu, un peu plus complexe, là. Il y a beaucoup d'éléments. On s'excuse, là, mais ça nous permet de faire sur une seule... Je vous ai dit acétate encore. Sur une seule diapositive, excusez mon âge, une seule diapositive, l'ensemble des informations. Donc, collaboration avec le promoteur. Et là, on vient vraiment camper toute l'ouverture dans la négociation, l'influence qu'on a pu apporter mutuellement dans le dossier entre nous et le promoteur, avec bien sûr les considérations que M. Boutin vous a nommées au départ. Donc, travail entre la Ville et le promoteur pour développer un projet plus acceptable sur le plan environnemental, comprenant un maximum d'espace protégé tout en honorant le règlement de contrôle intérimaire de 2004. Il faut savoir que, comme on avait donné déjà cette possibilité-là de développer, ben c'est un peu comme notre contrat avec le ministère des Affaires municipales, en lien avec notre schéma pour dire, ces sites-là, on les reconnaît politiquement à l'époque et on désire les honorer, ce à quoi le ministère nous a donné cette autorisation. Donc, on est toujours dans cette considération. La consultation de la Ville on a fait une consultation auprès de Nature Canton de l'Est pour développer le mécanisme de don écologique qu'on vous a mentionné un peu plus tôt et que l'on a proposé aux promoteurs. Donc, une première pour la Ville et ça a vraiment été un bon dialogue et une belle approche avec le promoteur. Les objectifs poursuivis, nous avons 5 points. Réduire au minimum le nombre de lots en fonction de la rentabilité du projet, parce qu'il faut voir aussi à sa capacité véritable de réalisation,
éviter et minimiser l'empiètement sur les milieux humides, donc séquence demandée par le ministère de l'Environnement. On commence par éviter, on tente de minimiser, puis on va vous le présenter d'ailleurs sur le programme final. Protéger en totalité le complexe de milieux humides, autant les marais, marécages, arborescents, à forte valeur écologique, et c'était une prérogative qu'on s'était donnée dans nos discussions, et auquel cas on a reçu une réponse favorable de la part du promoteur. Mettre en place des mesures de protection à valeur juridique, donc comme on désire vraiment un résultat positif de ce projet, alors on a proposé des servitudes qui allaient être attachées aux droits des propriétés, ce qui fait en sorte que ça allait suivre dans le temps des servitudes sur le respect ou en fait sur la connaissance d'une proximité de bruit, générateur de bruit à proximité. On parle bien sûr là, de la piste de course que l'on connaît, qui est quand même dans ce secteur. Donc, d'en prendre connaissance et d'en prendre conscience. Et la même chose pour les servitudes des milieux humides, pour dire il faut faire attention aux milieux humides. Puis on rajoute même l'autre servitude de déboisement qui a été ajoutée. En fait, c'est dans les conditions là, que l'on a attachées dans le règlement. Obtenir le maximum de superficie de milieux naturels protégés pour maintenir l'intégrité écologique du secteur, comme corridor faunique, floristique et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'on a pu mettre sur la table en discutant avec le promoteur. Donc, il y a eu un 4e dépôt du plan en fonction des éléments que je viens de vous nommer, qui a été les éléments d'influence dans notre projet. Et là, on peut voir qu'on a diminué passablement le nombre de lots, mais la tenure privée, le lotissement était quand même assez important. On va jusqu'au fond de l'espace du terrain. Alors, associé à tout ça, on a fait bien sûr en parallèle l'analyse du rapport identification, délimitation, caractérisation des milieux humides dans le cadre du projet de développement immobilier sur le chemin Réaume, document qui était produit en août 2017. On a refait l'analyse du rapport complémentaire identification et délimitation de caractérisation. Alors, il y a un exercice en novembre 2017 qui est venu vraiment présenter les caractéristiques de ce secteur. Il y a eu l'évaluation de la valeur écologique des milieux humides, le rapport de caractérisation environnementale qui avait été fait en septembre 2010 par Aquaberge, et on avait aussi la consultation sur les stratégies de conservation secteur du ruisseau rouge de Deauville qui avait été réalisée par Nature Canton de l'Est. Tous ces documents, c'est des documents qui ont été revus en profondeur pour justement être capable d'intercepter les particularités du site pour bien les camper et discuter avec le promoteur en question. Octobre 2019, nous sommes rendus au 5e plan projet de lotissement et j'ai presque terminé là, dans la suite de la présentation. Et là, on peut voir apparaître la trame verte qui donne un peu l'expression de ce qui sera considéré ou respecté. Il faut savoir que toute la trame qui est au centre ici, qui est le Grand Marais, est complètement remise dans ce modèle-là à la ville, et l'ensemble du secteur d'arrière-plan est aussi remis à l'ensemble de la ville en valeur et dons écologiques. C'est une première d'ailleurs dans le cadre de ces projets-là, du côté de la ville de Sherbrooke, avec les promoteurs. Donc, le projet actuel, on va avec un maximum bloqué aussi. Alors, on va fixer ce nombre-là pour pas qu'il y ait une variation supérieure à 50 lots dans le cadre du règlement. Superficie de l'eau de déboisement maximale permis de 3000 m². Déboisement nécessaire si on désire faire une implantation résidentielle avec les installations qu'on doit faire, donc installation septique, puis bâtiment accessoire. On parle que pour rendre viable une implantation, on aurait besoin de déboiser l'équivalent de 1600 m². Mais entre le 1600 et le 3000, on a quand même placé la barre à 3000 m² pour faire en sorte qu'il peut y avoir des variations sur le terrain, topographie ou complexité quelconque. Ça nous permet d'avoir cette... mais c'est un petit clin d'œil pour vous dire que pour rendre viable une implantation, 1600, ça peut très bien se présenter. Protection complète de la surface du grand complexe de milieux humides, donc marais, marécages, arborescents. On parle de 5,78 hectares à forte valeur écologique. Réduction de la longueur totale de la rue. Au départ, on avait 2,5 km. On a pu la réduire à 2 km, donc un peu moins d'empreintes sur le volet de l'infrastructure routière.
protection de 98,4 % des milieux humides et hydriques. Pourquoi? Parce que les servitudes viennent les protéger, le don écologique vient le faire aussi, la compensation aussi vient jouer là-dedans. Donc, tout ça nous permet de pouvoir protéger 98 % des milieux humides et hydriques de la propriété. Servitude de tolérance au bruit, bien sûr, piste de course, comme je l'ai mentionné, protection des milieux humides en faveur de l'immeuble, c'est aussi une autre servitude. Don écologique volontaire à la faveur de la ville, première à la ville. Donc, on fait des mesures de protection scénario conservateur. On va avec la valeur du 3000 m² possible de déboisement par implantation. On le fait 50 fois parce qu'il y a 50 lots. Donc, ça nous amène à une servitude de conservation qui couvre 34,8 % de la surface. Et le don écologique qui est proposé, on parle de 38,5 % de la surface. Donc, pour un total de 73,3 % où là, c'est vraiment une valeur de protection directe pour la ville de Sherbrooke. Si par chance, on consomme un peu moins d'espace au niveau du déboisement sur chacune des propriétés, puis on fait le scénario à 1600 m², ben, on augmente la valeur de 38 % tout à l'heure à 44 %, ce qui nous amène à 82,5 % de la surface qui aurait un effet de protection direct et indirect sur la propriété en question. Petit tour de table sur le volet financier. Théorique, bien sûr, donc c'est vraiment pour vous donner un ordre de grandeur. Au rôle d'évaluation municipale, la propriété vaut tout près de 400 000 $ avant valeur développement. Donc, comme c'est un terrain en vrac. Coût estimé pour la construction des rues, 6 mètres de pavage sans service, on parle de tout près de 1,3 million, 1,4 million, donc bon an, mal an, à 672 $ le mètre linéaire. Mais, donc, c'est sans service, fossé ouvert, 6 mètres de largeur d'espace carrossable. Donc, c'est très, très minimaliste là, comme domaine public pour ce qui est des rues. Et revenu estimé pour la vente des lots, on sait que le marché moyen dans ce secteur est de l'ordre de 60 000 $. On fait le calcul à 50 lots avec certaines variations là, pour les surfaces là, correspondantes. On a un potentiel de 3 300 000 $. Paramètres toujours théoriques selon la situation actuelle. Si on avait les 50 lots, résidence moyenne valeur de ce secteur qui est de l'ordre de 337 000 $ pour des propriétés. Alors, quand on applique notre taux de taxation, il y aurait un potentiel de 162 000 $ par année récurrent en revenus de taxes. Par contre, à cela, il faut aller apporter les coûts d'entretien pour la ville. Quand on prend les coûts d'entretien, comprenant le pavage, la structure, les ponceaux, les accotements, le nettoyage, le déneigement, la cueillette et le transport et la disposition des matières résiduelles, ainsi que l'éclairage, on parle de 84 000 $. Il faut ajouter à ce montant-là une autre valeur, c'est la desserte policière. Donc, on parle facilement d'un 10 000 $ par kilomètre, 2 kilomètres, donc on rajoute un 20 000 ici. Donc, on est autour de 100 000 qui aurait, pour qu'on puisse rendre viable ce site-là en dépenses municipales récurrentes par année. Faites la différence entre les deux, mais ça ne comprend pas, par contre, le fait qu'on aurait, dans l'éventualité, dans 20 ans d'ici, à refaire une partie de l'infrastructure qui nous appartiendrait, la rue, bien, ça ne contient pas là, l'estimation qu'on aurait à y faire si on avait à réparer de façon importante, à reconstruire de façon importante. L'entretien, elle est couverte. En résumé, donc, collaboration soutenue entre la ville et le promoteur a permis de préserver un maximum d'espace entre 73 et 82 %. De façon conservateur, on va se rabattre à 73 %, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. La ville se doit d'agir dans le respect de ce règlement d'urbanisme, entre autres avec le règlement de contrôle intérimaire 2004, qui est un peu notre contrat avec le ministère des Affaires municipales sur l'application de notre schéma d'aménagement. Et le projet est l'un des 2 derniers projets des 15 projets que je vous ai donnés dans la liste tout à l'heure pouvant être réalisés dans ce contexte-là. Et le premier projet, c'est le premier projet donc à valeur avec un don écologique. Voilà, j'ai terminé. Soyons prêts pour les questions. Merci. Alors, questions? Les commentaires, on va les faire ouverts, c'est ça? Ben, vous pourriez les faire maintenant, puis parce que je trouve que ça va couper, ça va scinder en deux. Là. Ça fait que je pense que maintenant que la présentation a été faite, là, je vais prendre les questions et les commentaires. Là.
les gens sont là aussi. Donc, questions et ou commentaires? C'est un commentaire. Oui, M. Deneau. Et c'est pas la première fois qu'on voit le projet pour les gens qui sont ici présents, donc les questions ont été posées à plusieurs reprises. Et moi, je pense qu'il faut regarder l'ensemble du cheminement au point de vue du dossier, quand on parlait de 118 lots avec un développement à environ 90 %. Et là, on est rendu avec à peu près 80 % d'espaces écologiques qui vont être préservés. C'est quand même plus louable comme travail. Et tout ça, malheureusement, parce qu'on regarde, on parle beaucoup de densification, mais c'est un héritage qu'on a suite à la fusion municipale. C'est un des projets qui avait été adopté à l'époque par Saint-Élie. Puis je pense qu'on doit remplir malheureusement les obligations des anciennes villes, sinon on pourrait être poursuivi, ces choses-là. Et c'est clairement identifié, je pense que dans la présentation, où qu'on voit justement que les promoteurs et aussi les gens qui demeurent dans le secteur, si on les attend, vont être limités. Parce qu'on dit, présentement, il y a déjà du bruit avec des courses de drague à côté, donc c'est clairement identifié. C'est un secteur rural. Et je vous rajouterais peut-être même là, ceux qui pensent déménager dans ce secteur-là pour avoir l'autobus, c'est peut-être pas l'endroit idéal parce qu'on c'est à l'extrémité du territoire de Sherbrooke. Mais je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que ça serait à refaire l'histoire. L'ensemble de nous autres, convaincus, voudrait préserver ce terrain des plus intéressants. Mais on n'a comme pas le choix, on doit respecter des projets, à moins qu'on décide de faire un chèque de 500 000 $ pour acheter propriétaire, si c'est ça que ça prend. Et c'est un compromis qui, c'est sûr, ne sera jamais satisfaisant pour tout le monde. Je ne connais pas grand propriétaires qui sont prêts à le délaisser 80 % de potentiel de développement pour en faire des zones écologiques. Merci. Monsieur Lachance. Oui, alors, question, un commentaire. Question, juste si on se fierait juste au ministère de l'Environnement, ce serait quoi le nombre de terrains qui pourraient être développables sur ce terrain-là? Par exemple, s'il serait... C'est sûr qu'on n'en développe plus maintenant en milieu rural, là, mais s'il serait en milieu rural, parce qu'il s'en développe dans toutes les municipalités autour, là, des projets comme ceux-là, à ce moment-là, ce serait quoi qui seraient les limitations? C'est celle que vous voyez ici en rouge. C'est une compensation monétaire pour l'occupation de tout l'espace qui est là. Mais là, il y aurait combien de terrains à ce moment-là? 118. 118. Ben, moi, c'est là que je dis, ben, par rapport aux les gains qu'il y a eu de fait, puis c'est vrai qu'il y a des éléments au niveau environnement qui sont importants à préserver, mais je trouve qu'on fait une bonne entente. On respecte notre engagement, parce qu'il faut respecter les engagements du temps qui ont été renouvelés aussi à travers les périodes. Et on trouve une façon de faire où on va préserver la forte majorité des endroits sensibles. Alors, je pense qu'on l'a travaillé à plusieurs reprises. Le printemps passé, entre autres, Mme Godbout est venue me rencontrer et me dire, ben, partager son inquiétude. On est revenu, on a refait encore de l'amélioration pour réduire le nombre de terrains et de rues aussi. Alors, moi, ça m'apparaît un projet tout à fait correct, puis avantageux de deux points de vue, en respectant ce qu'on a fait, en respectant, faisant un certain développement qui va avoir un certain rendement aussi, là, et respecter l'environnement qui est là. Merci. Madame Godbout-Annie. Oui, alors, d'abord, c'est un genre de dossier quand même assez difficile, là, tant pour nous que pour vous. Je tiens à souligner que vous avez fait vraiment un bon travail. On sent que vous êtes très conscientisé par rapport à l'environnement. C'est le genre de dossier qui vous a poussé à penser clairement à l'extérieur de la boîte, puis clairement qui pourra nous servir pour d'autres projets. Donc, moi, j'apprécie beaucoup le travail que vous avez fait. Toutefois, compte tenu de la charge politique de ce dossier-là, je crois que vous auriez dû venir bien avant nous le présenter, avant même de le travailler, pour voir si on avait un intérêt à le faire. Parce qu'une fois que vous avez mis la main dans l'engrenage, bien, ça crée des espoirs, en fait, aux promoteurs. Et je pense que c'est peut-être un peu là où ça l'a été échappé, là, à mon avis, parce que en 2020, ce type de projet-là, où il ne faut plus travailler de projet où l'étalement urbain est à son meilleur, là.
dans ce dossier-là, l'étalement urbain est à son meilleur. Même à Rock-Forest, quand on construit, plusieurs citoyens se plaignent que c'est l'étalement urbain. Là, on s'imagine qu'on est très, très loin dans une zone de valeur à très haute valeur écologique. Je comprends qu'on sauve, en fait, 80 %, mais le 20 %, c'est un 20 % de trop, à mon avis. Et de faire aussi un projet à côté des dragues de Saint-Élie m'apparaît aussi une erreur. J'ai eu des citoyens qui ont acheté des maisons près d'Animat, puis bien qu'ils sont tout le temps un peu conscients, mais quand c'est des dossiers qui sont problématiques avec des nuisances autour, bien, ça reste que c'est un enjeu qu'après, il va falloir gérer. Je comprends qu'il y a une servitude, justement, j'ai vu la servitude de bruit du drag, mais on s'achète quand même du trouble. Donc, moi, pour toutes ces raisons-là, je l'avais dit en plénier à mes collègues que j'avais plusieurs malaises à l'égard du dossier, fait que je maintiens ma position de dissidence, parce qu'en 2020, on peut réaliser des projets comme ceux-là. Si, Mme Baudin. Oui. Je pense que ce soir, on s'apprête à commettre une grave erreur, une erreur qu'on ne pourra pas réchapper. C'est des zones à potentiel écologique très fort, c'est vraiment rare. À Sherbrooke, il y en a à peu près 4 ou 5, on le voyait sur une des cartes. Et puis là, la Ville accepterait qu'un de ces terrains-là soit détruit en bonne partie pour faire un développement de 50 maisons. Vous vous rappelez, c'est un des milieux naturels les plus riches de notre territoire. Pour vous donner une idée, c'est encore plus fragile et précieux écologiquement que le Mont-Bellevue. Est-ce qu'on voudrait construire 50 maisons au Mont-Bellevue? Je pense que c'est évident, là. Alors, d'un côté, on a un trésor de biodiversité, de l'autre côté, on a 50 résidences. Je pense que le choix n'est pas dur à faire. En tout cas, pour moi, la question ne se pose même pas. Il faut sauver ce joyau de notre patrimoine naturel. La décision que le Conseil s'apprête à prendre va avoir des conséquences qui sont permanentes et irréversibles. Les générations futures vont certainement blâmer la Ville d'avoir laissé passer ça. Et au-delà de l'aspect écologique, il y a plusieurs choses qui sont choquantes dans le dossier. Entre autres, on prévoit bâtir 50 maisons alors que le schéma d'aménagement n'en prévoyait à l'origine que 18. Autre chose, la Ville a mandaté Nature Canton de l'Est pour étudier la valeur écologique du terrain. Puis dans le rapport qui a été remis en 2015, l'organisme pressait la Ville d'agir le plus vite possible pour protéger le milieu naturel et la Ville n'a rien fait. En fait, le terrain a été vendu 1 an plus tard, sous nos yeux, pour 350 000 $ à un promoteur immobilier, avec la promesse qu'il pourrait rentabiliser son investissement. Un autre exemple, selon moi, de l'urgence de se doter d'une politique de gestion des terrains. Depuis des mois, j'essaie de souligner à quel point ce projet-là ne tient pas la route. J'ai mis la présidente du comité de l'environnement dans le coup, vu qu'elle ne siégeait pas au comité consultatif d'urbanisme. J'ai demandé si Nature Canton de l'Est pouvait venir expliquer aux élus les conséquences écologiques d'une telle décision. Mais il faut croire qu'il y a quelqu'un à la Ville qui ne voulait pas les entendre parce que ça n'a finalement jamais eu lieu. Bref, j'aurais aimé ça vous convaincre, chers collègues, vous convaincre de protéger une zone dont la valeur écologique est inestimable, vous convaincre que la Ville devrait au minimum essayer de respecter ses objectifs de conservation, vous convaincre que tout ça, c'est une grosse erreur. Alors, à défaut de vous convaincre, je vais me tourner vers la population. Les citoyens et citoyennes du secteur peuvent encore faire entendre leur voix, car le projet ne peut se réaliser sans un changement au règlement de zonage. Dans le passé, la mobilisation citoyenne a permis de sauver le parc Willy-Bourassa-Auger. Aujourd'hui, elle peut sauver le marais du Ruisseau Rouge sur le chemin Réaume. Alors, je compte sur vous. Merci, Mme Karine Godbout. Alors moi, il y a 2 choses dont j'aimerais vous parler dans ce dossier-là. Ce dossier qui nous place effectivement dans une situation délicate, en lien avec le respect de l'engagement d'un conseil municipal précédent, d'une part, et la sensibilité et la cohérence environnementale d'aujourd'hui, d'autre part. Dans un premier temps, comment le dossier a été travaillé. Donc, pour moi, c'est très important de voir quand même le résultat. Si ce projet-là devait se faire, c'est un projet qui a été travaillé, dont le cheminement a été incroyable au sujet de la protection de l'environnement, je dois le reconnaître. Donc, un très bon travail de la part des services de planification de gestion du territoire, du Bureau de l'environnement, du promoteur et de Nature Canton de l'Est.
C'est clair que le travail dans ce projet-là va avoir contribué à nous amener ailleurs, à nous faire cheminer tout le monde d'un point de vue environnemental, avec la mise en place de mesures de protection et des zones protégées exceptionnelles à forte valeur écologique, telles que les servitudes de conservation, mais aussi le projet de don écologique à la Ville, qui représente à lui seul 38,5 %. Donc, en ce qui me concerne, c'est du jamais vu au niveau de la protection et du travail qui a été fait, avec plus de 73 % de préservés. Donc, c'est un travail d'équipe avec l'ensemble des parties qui mérite, je pense, d'être souligné et, en quelque part, aussi félicité. Maintenant, ça, c'était pour le travail des services sur le dossier. J'aimerais maintenant vous amener plus sur la question politique. Donc, est-ce que un tel projet, aujourd'hui, doit se faire? Donc, un peu comme ma collègue Annie Godbout l'a dit, je pense effectivement qu'il aurait dû avoir un retour au conseil municipal bien avant pour prendre le pouls politique de cette question-là. Nous sommes effectivement en 2020 avec des enjeux d'aujourd'hui. Lorsque ce projet-là a émergé en 1998, il était bien normal que les villes acceptent des projets comme ça, que Saint-Élie veulent agrandir, c'était dans la zone, mais suite à la fusion, donc 98, il y a quand même 22 ans de cela, la connaissance environnementale du milieu était pratiquement absente. Donc, les élus de l'époque n'avaient pas beaucoup d'informations environnementales, mais surtout, ils ne vivaient pas les mêmes enjeux aujourd'hui au sujet des changements climatiques lorsqu'ils se sont engagés à permettre ce projet-là hors périmètre urbain dans une zone de forte valeur écologique. Je pense qu'un projet comme ça, aujourd'hui, qui arriverait sur la table pour être analysé en 2020, je pense que ça serait plus acceptable. Pourquoi? Parce que ce projet représente exactement ce vers quoi on veut plus nécessairement aller comme ville en termes de développement en 2020. Ne serait-ce que de permettre un développement en forte valeur écologique avec tous les services que ça nous rend gratuitement. La plus-value pour la ville, qu'est-ce que c'est? On le sait que hors périmètre urbain, l'étalement urbain, ça nous coûte cher. C'est pas du tout en cohérence aussi avec plusieurs objectifs qu'on a au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Conclusion, Madame. Oui, je termine. Donc, par principe, et même si je me réjouis de la façon exceptionnelle dont a été travaillé ce dossier-là par les services au niveau environnemental, et que je pense que cette façon de travailler aura une grande influence dans les dossiers à venir, clairement, comme élu en 2020, je dois dire que je ne me sens pas tellement tenue ce soir d'endosser une décision politique d'un conseil municipal de 2004. Merci. Merci, Mme Godbout. Monsieur Pierre Tremblay. OK, d'accord. Alors, moi, c'était avec... ça rapporte aussi à un autre sujet, en ce sens que, oui, effectivement, on va faire des choses là-bas un peu hors périmètre urbain. Et puis, je me pose la question pour des citoyens qui sont dans le secteur de Rock Forest, très près du vieux village, qui, depuis des années, ont encore puits, champs d'épuration, tout près de la rivière. Et puis, que ces gens-là souhaiteraient avoir des services, qu'ils ne peuvent pas en avoir, qui sont déjà établis là-bas. Alors, je trouve ça un petit peu malheureux. Je pense qu'il y a effectivement aussi du côté politique que c'est peut-être pas... vous n'aurez peut-être pas l'aval que vous vouliez, à mon point de vue non plus. Donc, je vais inscrire également ma dissidence. Monsieur Tremblay, Monsieur Havard. En tant qu'administrateur, je pense qu'on doit prendre des décisions dans le meilleur intérêt des citoyens et citoyennes, ainsi que sur le territoire. Je sais que ce projet fait partie des projets qui avaient été accordés hors programme, hors lotissement. Mais je me sens pas, un peu comme j'ai entendu tantôt, je me sens pas lié par rapport à ces décisions-là. Je me demande toujours comment ça se fait qu'on réussit encore aujourd'hui à amener des exceptions pour augmenter encore l'étalement urbain. Parce qu'avec tout ce beau projet-là qu'on va nous amener, bien, il y a aussi d'autres conséquences qui vont arriver. À un certain moment donné, on va nous demander d'avoir du transport en commun, même si on nous dit que ça n'arrivera pas. On l'entend déjà dans ce secteur-là, un peu plus bas. Ça va arriver. On va nous demander, bien, on serait-tu possible d'avoir un parc là aussi, ou d'avoir d'autres... Je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de voir la cohérence de la ville. À l'automne, on nous est arrivé avec un projet de dire on va acheter une partie du Mont-Bellevue pour une question écologique. Là, aujourd'hui, on nous arrive avec un projet de 50 maisons qui vont être construites dans un secteur qui est carrément à l'autre bout, pratiquement rendu à la frontière d'Orford quand on arrive dans ce coin-là. Je me dis, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de faire ça ou si on ne peut pas se concentrer
sur les développements qu'on peut faire, que c'est plus rentable pour la Ville de faire vraiment des développements logiques de 2020, pas ceux de 2004. Là-dessus, je vais voter contre. Il y a quelqu'un d'autre qui demande à être entendu? Madame la Présidente, Ah, M. Charon. je voudrais une question à M. Tremblay. Oui. Là, si on n'adopte pas le règlement ce soir, c'est quoi les conséquences? Ben, ça va être de revenir auprès du promoteur, lui expliquer la situation et voir quel sera son jeu pour la suite des choses. Bon, en fait, je pense que le dossier a été vraiment très bien présenté. Je pense que l'ensemble des informations qui permettent aux élus de se prononcer sur ce projet-là. On le sait, parfois, on a des décisions difficiles à prendre. Moi, c'est sûr que je tiens à honorer ce que la Ville avait convenu avec les 15 situations qui avaient été identifiées dans notre schéma. Et donc, c'est un cas comme celui-là. Et je pense qu'il faut honorer. Cependant, je constate également que le promoteur et les services de la Ville ont vraiment travaillé énormément pour améliorer ce projet-là qui, à mon sens, a évolué vraiment dans le sens positif pour protéger le plus possible, justement, ce qui avait à être protégé. Maintenant, à partir du moment où si le conseil municipal décide d'aller de l'avant ce soir avec le projet afin de l'honorer, bon, bien, vous savez c'est quoi la procédure, comme dans tous les autres cas. Et il n'y aura pas d'autres projets en dehors du périmètre urbain qui vont être présentés à la ville de Sherbrooke parce que ce serait le dernier qui serait à honorer au terme de ce qui avait été convenu à l'époque. Donc, je pense que j'avais pris le droit de parole de tout le monde. Alors, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient parler? Oui, c'est important. Merci de me donner la parole, Madame la Présidente. C'est un projet qui est amélioré. Je l'ai vu au fil du temps. Vous êtes venu à plusieurs reprises nous parler du projet. D'ailleurs, M. Lachance est venu m'interpeller. Mme Godbout aussi est venue à la rencontre. Beau témoignage, Mme Godbout. On voit que ça vous tient à cœur aussi. C'est vraiment plaisant de voir ça. Vous êtes au bon poste. L'étalement urbain, on n'en veut plus. Hein? Ça a été bien mentionné parmi les gens du Conseil. Je pense que ça fait longtemps qu'on en parle aussi. On comprend que c'est le dernier projet. J'aimerais savoir, par hasard, est-ce que les promoteurs sont dans la salle ici? Vous êtes à l'autre bout, parfait. Ce n'est pas un reproche que je vais vous faire, mais j'aurais aimé tellement vous entendre parler et j'aurais aimé tellement aller visiter la Terre aussi. Alors, il n'y a rien qui m'empêche à le faire non plus à partir de maintenant. Vous savez, ça me fait penser un peu... C'est sûr que c'est en milieu plus urbain, mais évidemment, le boisé des Chanterelles que vous connaissez probablement dans le secteur de Rock Forest. Je souhaite fortement que ça puisse ressembler au boisé des Chanterelles, phase 1 et phase 2, qui a mis vraiment un embellissement de ce secteur-là, dans le fond, en gardant le plus d'arbres possible, la végétation aussi. Et ça m'emmène à dire, je ne pensais pas le dire ce soir, mais le PCHQ m'a rencontré la semaine passée. Ça va être emmené au bureau de l'environnement. Je leur avais demandé aussi d'avoir un nouveau projet, une proposition de projet qui irait dans la gestion plus durable des terrains voués au déboisement. Ce qui est un peu votre cas actuel, là. Alors, il faut savoir qu'il y aura probablement une équipe spécialisée qui procédera à des prélèvements d'arbres et de végétaux indigènes afin de les transplanter dans d'autres secteurs de la ville. Alors, vous comprenez que vous pourriez être le premier projet du genre avec l'aide de l'APCHQ. Je vous invite à les contacter directement pour en savoir plus, parce que je pense qu'on peut faire un beau partenariat pour ce premier projet-là. Parce que vous comprendrez qu'en effet, si ça serait à refaire aujourd'hui, un nouveau projet qui arriverait directement sur nos bureaux, il serait refusé immédiatement. Mais sachant évidemment que c'est de l'ancienne ville, ça a été repris, puis je pense qu'il y a des efforts que vous voulez faire aussi de votre côté, je le sens également avec tout ce que j'ai vu par rapport aux documents que M. Tremblay et l'équipe nous ont emmenés. Bien, je vais aller de l'avant, mais je veux vraiment aller voir le terrain, je vais continuer à aller voir l'emplacement
et de voir peut-être une nouvelle transformation avec des nouveaux types de construction aussi écologiques. Je vous encourage à le faire, parce qu'on n'a pas discuté, mais je pense que ça pourrait être un volet intéressant à votre secteur. Vous avez vu les coûts quand même assez dispendieux. Hein, on n'a qu'à penser juste à 80 quelques mille dollars d'entretien. C'est quand même beaucoup de coûts pour la ville, étant donné que ce n'est pas en milieu urbain, mais je continue à penser que ça prend aussi des gens qui vont aller rester dans ces secteurs-là. Merci beaucoup. Merci. Donc, tout à l'heure, le dossier va revenir en séance du conseil municipal et il y aura une séance de consultation publique qui est prévue le 24 février à 18h30 au bureau de l'arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville. Alors, je tenais à le mentionner, là. Alors, ça va mettre un terme à notre séance de comité plénier public. On va prendre quelques minutes, 3-4 minutes, pour reprendre les travaux avec la séance régulière du conseil municipal. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, on est maintenant à la période de questions des personnes présentes. Donc, je vais demander à Mme Geneviève Laroche et Félix-Antoine Langlois de s'avancer à l'avant. Donc, pendant que vous allez prendre place, je vais faire un peu de la procédure qui va être la même pour tout le monde durant la période de questions. Donc, vous allez vous identifier en vous nommant et indiquer la provenance de votre arrondissement. Vous représentez un groupe ou une entreprise, vous vous déléguez un représentant. Le sujet doit être d'intérêt municipal. Les questions doivent être adressées à moi-même, c'est-à-dire à la présidente du conseil. Il s'agit d'une période de questions et non d'un débat. Et vous allez disposer de 3 minutes pour faire votre intervention et de 2 questions. Alors, sans plus tarder, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir, Geneviève Laroche de l'arrondissement des Nations. Je suis ici comme porte-parole, mais on est plusieurs porte-parole du groupe Urgence climatique. Et je suis avec Félix-Antoine Langlois de l'arrondissement des Nations également. Donc, je vais essayer d'être bref. Je n'ai pas pris de notes et j'ai un enfant sur moi. Ça risque d'être peut-être un peu décousu, mais en fait, si on est ici, c'est en lien avec le projet qui a été présenté en plénier public tantôt. En fait, moi, je ne peux pas considérer, puis on est plusieurs dans le groupe Urgence climatique, je ne peux pas considérer que c'est acceptable en 2020 de faire un développement immobilier dans un milieu écologique à valeur forte, qui est clairement identifié dans le schéma d'aménagement d'une ville. Maintenant, je comprends, j'ai vu, comme vous, la présentation, j'ai vu toutes les améliorations qui ont été faites, j'ai vu le travail qui a été fait. Je salue ça. Je pense que dans le contexte, vous avez vraiment tenté d'amoindrir les impacts sur l'environnement. Mais pour moi, bien que vous ayez été attaché par une décision, en quelque sorte, de conseils municipaux précédents, en fait de Saint-Élie, je pense quand même qu'avec à la lumière de ce qu'on sait, de ce qui se passe au niveau des changements climatiques, dans la planète, aujourd'hui, on ne peut pas accepter, en tant que personne responsable, un tel projet. C'est mon opinion. Maintenant, je sais qu'on est plusieurs à le partager. Et là-dessus, je voulais aussi souligner que ça n'a pas été mentionné, je pense, pendant la présentation, mais c'est aussi un corridor naturel. Hein. Ce n'est pas pour rien que ce milieu-là est à valeur écologique forte. C'est qu'il fait un corridor avec les montagnes vertes, avec toute la réserve naturelle des montagnes vertes. C'est un peu le bout de ce territoire-là. Et juste ça aussi, l'idée d'amoindrir et de protéger 80 %, c'est beau, mais des résidences qui vont s'installer dans ce milieu-là, ça fait quand même une coupure avec cette réserve-là et ce corridor naturel. Maintenant, première question de mon côté, puis je vais céder la parole à mon compatriote. Première question. Si on ne veut plus que ça se reproduise, et si j'ai entendu plusieurs conseillers municipaux, conseillères municipales qui ont dit qu'ils étaient mal à l'aise avec ce projet-là, si on veut que ça ne puisse plus se reproduire, est-ce que vous êtes prêts à vous engager maintenant à ce qu'il y ait une politique
clair de gestion des terrains et que plus jamais il puisse y avoir un développement immobilier dans un milieu naturel. Puis pas juste à forte valeur écologique, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de la ville, des milieux qui auraient peut-être une valeur un peu moins forte, mais qui seraient dans le périmètre urbain, exemple, ou qui seraient à proximité du périmètre urbain, auraient quand même une très grande valeur pour la qualité de vie des citoyens et pour lutter contre les changements climatiques. Première question. Je vais me dépêcher pour la seconde question. Sachant qu'un tel projet ne serait pas accepté en 2020, puis que quand on parle de conservation de milieu naturel, on ne peut pas non plus simplement se fier sur une conservation cartographique puis des pourcentages basés sur une carte, mais qu'on doit bien évaluer tous les impacts d'un type de projet sur les milieux et les écosystèmes environnants. La création, puis que ce développement-là doit aussi nécessiter la création d'une rue de 2 km de long, 50 fosses septiques, des ponceaux, une modification au régime hydrologique du secteur, des coûts d'entretien récurrents de 100 000 $ par année. Est-ce que la Ville de Sherbrooke a réellement conscience et connaît réellement tous les impacts d'un projet, de ce projet-là sur le marais du Ruisseau Rouge? Puis, est-ce qu'ils sont pris en compte, si elles les connaissent, est-ce qu'elles sont pris en compte dans l'évaluation du projet? Voilà ma question. Merci. Donc, est-ce que M. Boutin les souhaite? Bien, si on n'en veut plus de projets comme ça, la réponse, c'est oui. C'est le dernier projet à être honoré à l'extérieur du périmètre urbain. Il y a des considérations, je vous dirais, légales qui fait que c'est le consensus. Enfin, ce consensus, on ne sait pas le vote qui sera pris tout à l'heure, mais bref, c'est la réflexion de se dire que c'était le meilleur projet possible dans les conditions et on ne veut pas que des projets comme ça se répètent à l'extérieur. D'ailleurs, on a notre vision, à un moment donné, de rapatrier encore davantage vers... M. Boutin, descendez un peu votre micro. Oui, bon, parfait, oui. Parfait. Donc, de rapatrier à l'intérieur les projets, de densifier, c'est effectivement notre vision, mais le propriétaire avait des droits et c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Maintenant, à votre question, l'impact environnemental de ce projet-là, bien, avec nos services, le Bureau de l'environnement maintenant qui est créé, mais il y a eu aussi des études qui ont été analysées par nos services sur l'impact et ça répondait à nos critères de développement. Alors, ça fait partie de ce qui a été fait. Je pense que Mme Dubuc souhaiterait peut-être répondre aussi. En fait, c'était pour la question par rapport à la politique claire de gestion des terrains. Donc, sous peu, il y a le lancement de la politique, de la démarche régionale pour la politique de conservation des milieux humides et hydriques qui s'en vient. Donc, c'est un dossier qui va arriver au conseil municipal le 17 février prochain. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Pierre-Luc Bernier. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Pierre-Luc Bernier, je suis un des propriétaires sur le chemin Réaume. Vous avez vu un petit peu le parcours qu'on a passé. Ça a duré 3 ans. On a commencé avec un gros terrain avec beaucoup de 120, 112, 120 lots. Baissé à 50 lots, donné un parc de 73 acres. Nous, dans le fond, on a acheté un terrain, comme n'importe quel promoteur, qui était permis, qui était conçu, qui était dans nos droits. C'est sûr que là, on se retrouve à se faire dire que je ne sais pas si on va respecter nos droits. Moi, en tant que conseil, je ne me sens pas obligé de respecter les droits d'un ancien conseil. Ça sonne pas bien. Ça sonne spécial. Ça sonne comme si on n'est pas responsable des engagements du passé. C'est pas vraiment l'exemple qu'on dit à nos enfants normalement à la maison. On respecte nos paroles. Ceci étant dit, par exemple, je comprends l'enjeu écologique de ce terrain-là. Je l'ai réalisé avec le travail qu'on a fait dessus au fil des ans. Pour répondre au corridor, effectivement, le terrain se trouve dans un corridor, mais vous regarderez comme il faut si vous le marchez ou vous le regardez sur une carte topographique avec des courbes de niveau. Nous ne touchons pas au corridor. Nous sommes à l'extérieur du corridor. Vous protégez le corridor. Le corridor va rester situé dans le parc. Ne pas mélanger, s'il vous plaît, le terrain. Les maisons sont faites à l'extérieur de la zone protégée. On met des maisons autour d'une zone protégée, je suis d'accord, mais on ne met pas de maisons dans la zone protégée.
le terrain n'était pas 100% à immense valeur écologique, dans le sens qu'il y a des portions sur le terrain qui ont des beaucoup plus faibles valeurs écologiques. Vous regardez un plan d'aménagement avec du bleu, donc du bleu égale une zone écologique. Il y a des niveaux à ce bleu-là. Il y a des zones écologiques à risque très élevé et très, très faible. Où c'est qu'on est allé jouer? Je suis d'accord qu'on touche juste à 1,6 %, mais c'est dans la portion la plus faible aussi, et non dans la portion élevée. Je crois qu'en tant que promoteur, en plus, on n'a même pas parlé du fait que le projet va être construit à même les matériaux du site. Ça va être donc le transport. Il n'y aura pas de transport qui va aller se faire à l'extérieur du site. Comme dans cette région-là, on a beaucoup de rocs. Fait qu'on va pouvoir utiliser le roc qui va être pris aux endroits où c'est que les maisons vont être construites. On ne fera pas de déboisement supplémentaire. Juste pensez, imaginez, vous achetez un terrain en campagne, puis vous n'avez pas le droit de déboiser votre propre terrain de 2 acres. Vous allez seulement avoir le droit de faire un chemin d'accès et votre maison. Ma question, en tant que promoteur, ayant donné ça, ayant mis des servitudes que les zones humides vont être protégées, de déboisement sont minimales, avoir travaillé le plus qu'on était capable conjointement, puis ça fait juste commencer le travail. Si on va d'avant dans le projet, c'est là que le travail va commencer pour le vrai avec la Ville de Sherbrooke. Ça veut dire que le département de l'environnement, on va s'entendre, on va trouver des manières de fonctionner. On est pro ça, on est pour ça, on veut aller de l'avant, on est conscient de l'incidence écologique de notre terrain et on est d'accord à travailler avec vous. Ma question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour satisfaire vos exigences écologiques, tout en respectant le droit de construire sur ce terrain? Je pense que les commentaires des élus tout à l'heure qui se sont prononcés, je pense que c'est plus au niveau justement là, de l'orientation en lien avec l'environnement, de protéger complètement et de ne pas permettre que le développement, d'honorer finalement le projet tel qu'on l'avait fait là, dans le conseil précédent, puis tel qu'on l'a fait pour l'ensemble des autres projets qu'on a honorés. Donc, c'est ça que certains élus tout à l'heure auront la possibilité, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui va demander le vote, mais vous avez entendu, vous étiez dans la salle, donc rendu là, je pense que la réponse, vous l'avez eue de la part de ceux qui sont plus inconfortables avec le fait d'honorer ce projet-là. Okay. Je vous remercie beaucoup d'avance. Parfait. J'inviterai maintenant M. Martin Gagnon. Bonsoir, Martin Gagnon. Je fais partie de l'ASEV, qui est l'Association des espaces verts de Sherbrooke, qui regroupe le boisé Faby, les Deux Ruisseaux, le bois Beckett, le boisé Belvédère, Victoria et Willy Bourassa Auger qui viennent juste de sortir. Donc, je vais vous parler du chemin Réaume. Et je ne pensais pas vous parler de ça, mais en fait, je reconnais qu'il y a un effort de la part des fonctionnaires. On est loin du Costco, on est loin de la station-service du Nant, on est loin, un peu plus loin du boisé Belvédère et de Willy Bourassa aussi. Je ne pensais pas vous parler de la valeur de l'argent aujourd'hui, mais je vais le faire. Regardez bien. 400 000 $ achetés en 2016 pour un profit net, si j'interprète bien les données qu'on nous a données, de 1,6 million. Mettons que, étant donné qu'il va y avoir des problèmes à cause que c'est des milieux humides, donc des problèmes de construction, que les profits nets vont être moins que ça, mais quand même, il y a un bon profit du côté des promoteurs. Et tout ça pour 62 000 $ par année de taxes comme revenu, si je compte bien, à la ville. OK? Ça, c'est d'un côté. Faites un calcul avec la valeur économique de l'écologie. Ça fait 3 ans que je viens ici vous en parler. Combien ça vaut un milieu humide en termes de régulation de l'eau en fonction des pluies diluviennes, de la régulation thermique, des changements climatiques, de la qualité de l'air. Tout ça, c'est chiffré depuis plus de 5 ans. Avec David Suzuki, la ceinture de Montréal et de Toronto ont été calculés avec ça. Mais ce n'est pas dans vos livres bancaires pour faire le calcul. Mais moi, je vous garantis que c'est plus que 100 000 $ par année qu'il y a comme profit de toute cette qualité de l'air-là, du réduction du stress pour tous les gens, puis de la régulation, puis des travaux qui ne se font pas.
Donc, faites le compte. Quel chèque vous voulez signer aujourd'hui? Un chèque qui va aller au promoteur ou un chèque qui va aller aux citoyens, qui va se payer dans 5 ans? Vous faites un chèque au promoteur à 500 000 $ par année. Dans 5 ans ou dans 6 ans, ça va être payé, puis ça va rester aux citoyens. Donc, ma question, c'est quelle est la valeur économique de l'écologie que vous avez calculée sur ce terrain-là? Le deuxième point, c'est qu'il y a un manque flagrant dans la vision du plan d'aménagement sur des terres qui ont une valeur écologique élevée. Boisé-Belvédère, là, on arrive avec le chemin Réaume. Il y en a plein d'autres exemples comme ça. Il faut que ça cesse. Donc, est-ce que vous êtes prêts, oui ou non, à travailler avec la SEV pour changer le processus de consultation des citoyens et le processus pour décider de tous les achats ou de les ventes de ces terrains-là? Merci. Merci, M. Gagnon. Donc, au niveau de la valeur écologique, regardez, oui, on pourrait essayer de la chiffrer. C'est correct de soulever ça. Je pense que tout a été dit, puis là, il va falloir décider. Puis moi, je poserais la question, c'est quoi la valeur d'un engagement donné aussi? Donc, je pense que ce soir, vous avez entendu l'ensemble des élus qui ont souhaité se prononcer sur ce dossier-là. Puis, il y aura un processus avec consultation publique et processus tel que la loi le prévoit. Donc, on va laisser les élus tout à l'heure décider. Puis après ça, le processus suivra son cours tel que la loi le prévoit. Peut-être compléter, je pense que la façon dont on a abordé ce dossier-là, de travailler, comme disait ma collègue Debout, à l'extérieur de la boîte, sur les dons écologiques, sur les servitudes de non-déboisement, ça fait partie de là où on veut aller et je suis sûr qu'il y a un rendez-vous qu'on est capable d'avoir. Monsieur Gagnon, vous êtes là-bas? Je suis sûr qu'il y a un rendez-vous qu'on est capable de voir, nous et vous. Et le travail qui va être piloté par ma collègue Godbout sur le plan de préservation des milieux humides et naturels, ça aussi, ça va être un élément fort des prochaines années de la Ville de Sherbrooke dans sa politique de préservation des milieux humides. Donc, assurément, on aura des rendez-vous, la Ville et vos groupes pour la suite.